De la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique et de la forêt amazonienne à la cordillère des Andes, la Colombie commence tout juste à se dévoiler au monde. Le seul risque, c'est que vous ayez envie de rester. Voilà comment le pays communique aujourd'hui pour faire savoir que ce territoire longtemps miné par le trafic de drogue est redevenu fréquentable. Voilà, bienvenue en Colombie. Je veux dire qu'on arrive un peu à la saison des pluies. Donc c'est mouillé, mouillé, mouillé. Ici c'est vert, 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 vert partout. Et c'est assez beau. On a hâte qu'il y ait un petit rayon de soleil pour en voir un peu plus. Alors là, il y a du linge qui sèche. Le camion de Martin arrive dans la région de Caldas. Ici, chaque année, à l'approche de Noël, les pluies torrentielles et les inondations sont le lot commun des habitants. À cheval sur la cordillère des Andes, coincé entre la rivière Coca et le grand fleuve Magdalena, le Caldas se situe au centre de la Colombie. Plus d'1 million d'habitants vivent dans cette région montagneuse, particulièrement adaptée à la culture du café. La ville de Manizales en est le chef-lieu. Alors nous arrivons à Manizales. Manizales qui est sans doute la capitale du café ici en Colombie. Un café réputé mondialement. Alors le seul petit hic, c'est que le café produit énormément de déchets. Le café est le deuxième produit brut échangé dans le monde, juste après le pétrole. La Colombie, qui le cultive depuis près d'1 siècle, en est aujourd'hui le second exportateur mondial derrière le Brésil. Pourtant, 90% des cultivateurs colombiens sont toujours de petits planteurs qui privilégient la récolte à la main pour sélectionner le grain à maturité. Depuis le milieu des années 90, les cours du café se sont effondrés et en 10 ans, son prix a été divisé par 2. Les petits cultivateurs ont subi des pertes immenses. Non seulement la culture du café ne génère plus suffisamment de revenus pour faire vivre les familles, mais elle produit une très grande quantité de déchets. Pour Alejandro, un entrepreneur de la région, ces 2 problèmes pourraient bien avoir une seule et même solution. C'est un grain de café. Un grain de café. Les grains de café vert deviennent rouges, comme celui-ci. Là, il est prêt à être récolté. Sur cette branche de café, on recueille ce grain. Et de ce grain, on ne garde que cette petite partie. Les gens jettent le reste de la cerise. Notre idée, c'est d'utiliser cette partie pour cultiver des champignons. Ce petit grain ne représente que 0,2% de la biomasse produite par le plant de café. C'est vrai que ça paraît peu de choses, mais si on prend toutes les cerises de cette plantation, ça représente plusieurs tonnes. Et toutes ces tonnes de déchets peuvent se transformer en plusieurs tonnes de champignons. Alejandro propose à Fred, Laure, Martin et Chine de garer le camion pendant quelques jours à côté de la coopérative. C'est là que les producteurs de la région mettent leur récolte en commun et que les cerises de café sont traitées pour être vendues. Pour Laure et Martin, le café attendra, car l'heure de la classe, elle, n'attend pas. L'ombre d'un goyavier, un pupitre, une feuille, un crayon. Autour du monde, la classe s'improvise au gré des escales. Pendant que Chine, elle, fait la sieste, Fred en profite pour aller jeter un œil à la coopérative. 9 à 10 mois après la floraison, les cerises de café sont récoltées. Elles sont ensuite triées, débarrassées de leur peau, sans abîmer la fève, et lavées dans des bacs avant d'être mises à sécher. Fred poursuit sa visite à la Cafetera, la maison du planteur, où il a rendez-vous avec Carmenza Jaramillo, une biologiste colombienne qui travaille depuis près de 10 ans sur la réutilisation des déchets du café. Grâce à ses recherches, 10 000 producteurs de la région ont pu améliorer leurs revenus. Le projet est au départ une idée de la Fondation Zeri, plus particulièrement de M. Gunther Pauli. Avec Mario Calderón, le représentant des exploitants de café de Manizales, Gunther Pauli a pensé qu'il fallait trouver une solution
pour optimiser les ressources des cultivateurs confrontés à la chute des prix du café. La production de champignons pouvait être une bonne idée, d'autant plus qu'il y a beaucoup de déchets de café. Est venu alors le professeur Chan pour étudier les possibilités propres de cette région pour la production de champignons. Il s'est surtout inspiré du modèle chinois, car en Chine, on fait du riz. Et avec les déchets de riz, on produit des champignons comestibles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié les composants chimiques que les champignons aiment. Il y en a qui aiment le terrain acide, d'autres le basique. On a classifié tous les composants, on les a analysés et on les a convertis en formules chimiques. Et finalement, l'Association des cultivateurs de café a accepté cette idée. Et en 1998, on a pu commencer le travail pour obtenir d'une part des champignons comestibles, mais également des champignons à usage médicinal à partir des déchets de café. Ce matériau s'appelle pellicule argentée du café. C'est une petite cosse que l'on trouve sur la fève à la fin du processus et que l'on retire quand on veut faire du café décaféiné. Ceci s'appelle le marc de café. Ce déchet vient d'une fabrique de café soluble voisine. Quotidiennement, ceci est jeté par cette fabrique dans les décharges de Manizales. Moi, je l'utilise pour cultiver les champignons. En tout, chaque année, ce sont 12 millions de tonnes de matière organique que l'on abandonne dans les décharges. En pourrissant, cette matière produit des millions de tonnes de méthane et contribue ainsi au réchauffement climatique. Les deux matériaux sont ici déjà mélangés. Ceci est fait par une machine pour obtenir un mélange parfait. Puis vient le processus de stérilisation à la vapeur. Ainsi, nous sommes sûrs qu'aucun organisme étranger ne va venir polluer le mélange. Rien d'autre ne poussera que le champignon que l'on va semer. Dans ce sac, il y a déjà la semence de champignons qui est comme ceci et qui se trouve facilement en Colombie. Après un mois passé dans le sac comme celui que vous venez de voir, on retire les sacs et les champignons commencent à pousser. Ensuite, il ne reste plus qu'à les récolter et ils se vendent frais au supermarché. Les protéines de champignons sont bon marché et bien moins onéreuses que la viande. Depuis 2009, en Colombie, plus d'une centaine d'entreprises ont adopté ce modèle économique dans les régions productrices de café. Quand la récolte est terminée, il ne poussera plus jamais de champignons sur ce substrat. Et ce qu'il reste, c'est un tourteau solide que nous allons utiliser comme fertilisant. Et c'est bien plus efficace que les deux composants pris séparément. Reste malgré tout à savoir si dans un pays d'élevage et de barbecue, les Colombiens sont prêts à changer leurs habitudes alimentaires. Chez Eliana, comme dans quelques autres restaurants de la région, le champignon a fait son apparition sur les cartes. On ne le cuisine pas encore à toutes les sauces, mais petit à petit, il trouve sa place. C'est un champignon un peu fort, mais ça se gère bien. La cuisine, c'est fait pour s'amuser. Pour l'instant, c'est peu utilisé en Colombie. Les gens pensent que les champignons sont hallucinogènes. Donc, ils ont du mal à s'y mettre.
C'est pas comme ailleurs, dans d'autres pays. Mais bon, les Colombiens s'y mettent petit à petit. D'autant plus que maintenant, on sait que le champignon contient beaucoup de protéines et peut remplacer la viande. Voilà la crème de champignons. Comme vous pouvez le voir, c'est prêt. C'est délicieux, c'est très bon. Ce n'est pas caoutchouteux et c'est tendre. Un autre avantage, c'est que ces protéines sont produites en beaucoup moins de temps que dans un élevage rural de bœuf ou de poulet. Par exemple, ces protéines sont produites en 35 jours, alors que les éleveurs les produisent en 18 mois minimum. L'apport des champignons pour la nature est merveilleux. La prochaine fois, Martin et Chine remplaceront leur steak frites par un champignon frites. En attendant, ils ne rêvent tous les deux qu'à une seule chose, reprendre la route. Dans l'idée que l'on protège bien ce que l'on connaît, il y a au bord des routes, ici à Manizales, des panneaux qui nous montrent les animaux qu'on est susceptible de croiser. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a même le nom scientifique. Ça, on sait tout. Mis à part le Brésil, aucun pays au monde ne recense autant d'espèces différentes que la Colombie. Sur les contreforts des Andes, le camion continue sa route à travers la région du café, qui est aussi la région du guada, une variété locale de bambou qui pousse ici depuis plusieurs siècles, près des rivières et des cours d'eau. Ici, le bambou, il pousse un peu comme une mauvaise herbe, ce qui lui a valu d'ailleurs une mauvaise réputation de mauvaise herbe. Jusqu'à maintenant, il a été utilisé essentiellement par les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour construire des habitations un peu bancales, parce que pas beaucoup de connaissances non plus. Alors ici, il y a malgré tout une nouvelle génération d'architectes qui croient dur comme fer, c'est le cas de le dire, au bambou, pour construire des maisons totalement modernes. Des maisons, des ponts, des écoles, des péages, une cathédrale et même un terminal de bus grand comme 3 terrains de football, les architectes colombiens sont à la pointe du renouveau du bambou. Ce bâtiment, par exemple, a été conçu par l'architecte colombien Simón Vélez pour l'exposition universelle de Hanovre en 2000. En réalisant ce polygone de 40 mètres de diamètre, il a voulu faire la démonstration de l'extraordinaire potentiel artistique et architectural du bambou. En Colombie comme ailleurs, le bambou a toujours été considéré comme le bois des pauvres. Mais pour quelques architectes novateurs, ce n'est qu'une question de temps avant que le bambou ne remplace définitivement les bois nobles, le béton et pourquoi pas l'acier. Carolina Salazar est architecte. Elle veut montrer à Fred la Minoca, une villa écologique qu'elle a entièrement réalisée en bambou. Son objectif est de convaincre une nouvelle génération de Colombiens aisés que le bambou est un matériau noble qui possède de si nombreuses qualités qu'il serait dommage de ne pas l'utiliser. Ce qui est important quand on utilise un matériau naturel, comme le bois, ici le bambou guadois, est de bien le protéger du soleil et de l'eau. Si on ne fait pas cela, il va se détériorer très vite. Une autre idée importante ici a été de créer un microclimat à l'intérieur pour se protéger des fortes chaleurs de la région. Donc nous avons construit un double toit pour faire une caisse thermique qui va éviter que la chaleur ne passe à l'intérieur. Autre avantage de la construction en bambou, c'est qu'il s'agit d'un matériau sismo-résistant.
C'est très utile dans cette région qui est sismique d'avoir un matériau souple qui peut bouger avec beaucoup d'amplitude sans se briser. Toute l'eau utilisée dans cette maison provient de la pluie. Il n'y a pas de raccordement à un réseau. Il y a plusieurs réservoirs de récupération d'eau autour de la maison, ce qui la rend totalement autonome. Pour l'eau chaude, il y a des capteurs solaires qui marchent très bien. Le bambou est un matériau très polyvalent. Nous pouvons construire une maison très design, très grande, qui demande des moyens financiers importants. Mais on peut aussi construire une maison modeste pour une famille, un habitat social qui ne demande pas beaucoup d'argent. Reste qu'en Colombie, si certains chiens ont une niche en bambou, 1 million de personnes sont toujours à la recherche d'un logement décent. Le bambou, qui pousse ici 20 fois plus vite que n'importe quel autre arbre, pourrait bien résoudre 2 problèmes, celui du logement et celui de la déforestation. Parce qu'au rythme actuel du défrichage, la forêt équatoriale aura disparu en Colombie d'ici 20 à 30 ans. Mais, malgré toutes ses qualités, le bambou n'est pas prêt de remplacer l'arbre favori des enfants. Viens décorer le sapin, Nounouche. Viens mettre les boules. Dans quelques jours, Martin et Chine passeront leur premier Noël dans le camion. Oh, ça clignote. Leur premier Noël au bout du monde. Il n'y en a pas là-bas. Voilà. Attends, je mets d'abord celle-là. Mon beau sapin va défleurir et des métas arrivent. Alors le Père Noël, il va mettre les cadeaux où? Il va mettre sur le canapé là. Il va mettre tous les cadeaux ici. Ah, il va passer par où le Père Noël, Nounouche? Il va passer par fenêtre. Il va passer par la fenêtre, il va falloir laisser la fenêtre un peu ouverte alors. Il va passer par Noël. En attendant Noël, Fred et Laure voudraient rencontrer Marcelo Villegas, un créateur étonnant et un amoureux du bambou. Marcelo Villegas et l'architecte Simone Vélez travaillent depuis des années à repousser les limites de ce que l'on peut construire en bambou. Pour Marcelo, c'est d'abord un outil de création exceptionnel. De la cime à la racine, il utilise l'intégralité de l'arbre pour fabriquer des meubles qu'il expose jusqu'à New York. Lui aussi rêve de changer l'image du bambou. Le bambou est génial, parfait. Structurellement, il possède la forme la plus aboutie qui existe dans la nature, le cylindre. C'est un essai pour lui donner une courbe. Ce sont les premiers que nous sommes en train de faire. Il était dans la partie arrière. Et maintenant, il est à 18 cm de la sortie. Il y a 6 jours, quand on l'a mis, il était à 43 cm. En 5 jours, il a grandi de 25 cm. La guada a beaucoup de force. Si je lui mets juste ça sans rien, sans lui mettre des contrepoids, elle emporte tout et pousse tout droit. Il faut lui mettre ce poids pour l'obliger à se courber.
Tout ceci est fait de racines. Je pense que l'on doit tout utiliser dans un arbre, des racines jusqu'au bout des branches. C'est une utilisation beaucoup plus rationnelle des choses. Abattre un arbre pour seulement tirer 3 planches et laisser le reste se décomposer et se perdre, c'est pas très rationnel. J'ai grandi avec le bambou et je pense que notre futur va dépendre en partie du bambou. C'est un matériau qui sert pour la maison, qui soulage la pression qui pèse sur nos forêts et sur le bois. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui peuvent être remplacées par le bambou. Beaucoup. Nous voici à Cali pour changer les pneus du camion. Les 2 pneus que vous voyez là devant nous, c'est les nôtres. Il y en a 2 autres qui nous attendent aussi un peu plus loin. On va les monter sur le camion. Quand on voit le nombre de gens qu'il y a pour changer un pneu, c'est là qu'on se dit qu'il vaut mieux pas tomber en panne tout seul. Et pourtant, ça va arriver forcément dans les 5 ans. C'est plus lourd notre camion, comment on fait? C'est toi qui vas le porter? Voilà qui règle la question des cadeaux de Noël pour le camion. Fred et Laure mettent le cap à l'ouest vers la région du Choco. 500 km de routes difficiles et de rivières en crue les attendent. Sur la route, il faudra aussi trouver un endroit au sec pour fêter Noël en famille. Au cœur de la nuit colombienne, les champignons, les bambous et les enfants continuent de grandir. Sur la place d'un petit village du bout du monde, Martin et Chine fêtent leur premier Noël loin de la France. Ce soir, ils ont confiance. Ils savent que le Père Noël trouvera une solution pour entrer dans le camion. Et ils savent que des adultes préparent pour eux le monde de demain. Car c'est bien ce que nous faisons, non ?